La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Aujourd'hui, dans un contexte de crise géopolitique et humanitaire en Ukraine et de regain de tensions militaires dans le Haut-Karabakh, l'Arménie de Nicole Pachinian tend à rouvrir ses frontières avec ses voisins et en particulier avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, avec qui elle a engagé une tentative de normalisation des relations diplomatiques et des échanges frontaliers, une première depuis le traité de Lausanne en 1923. Pourtant, ce 24 avril, journée des commémorations du génocide arménien, la Turquie ne reconnaît toujours pas ces événements. De l'arrestation de l'intelligentsia arménienne le 24 avril 1915 au camp d'extermination de Deir ez-Zor et du désert syrien. De même, les élections présidentielles pourraient aussi déterminer la future politique de l'Europe dans le Caucase, où les grandes puissances se disputent pour les ressources et pour leur influence politique et culturelle. De fait, cette région de transit intéresse la Russie et fait figure de zone tampon face à des États comme la Turquie et l'Iran qui cherchent à agrandir leur domaine d'influence, parfois par ressentiment historique ou par impérialisme. En parallèle, l'Union européenne, avec notamment le gazoduc Nabucco, est évincée après les conflits russo-géorgiens de 2008 et la Chine espère intégrer à terme Ankara et Téhéran à ses projets eurasiens et ne cesse de gagner du poids en Azerbaïdjan et dans le Caucase. C'est pourquoi, pour mieux comprendre la situation actuelle dans la région et la place qu'occupe la question du génocide arménien, nous recevons Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine et journaliste spécialisé en histoire. À plusieurs reprises, vous vous êtes rendu sur place dans le Haut-Karabakh en guerre et vous relayez régulièrement l'actualité de la région sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors pour commencer, comment se portent, selon vous, les relations franco-arméniennes et quel est le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron sur la question arménienne, le génocide arménien de 1915 et le Haut-Karabakh, et sur la politique française menée face à la Turquie et l'Azerbaïdjan d'Aliyev et d'Erdogan? Alors je crois qu'il faut distinguer évidemment le long terme et le court terme, voire le très court terme, puisque la guerre en Ukraine a modifié tout le schéma géopolitique mondial. Emmanuel Macron est l'héritier d'une amitié, d'une affection entre la France et l'Arménie qui ne date pas du lendemain du génocide de 1915 où la France a accueilli plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens fuyant les massacres et les persécutions. Mais dès le XVIIe siècle, il y a déjà une relation entre la France et l'Arménie, une relation plutôt économique d'ailleurs, et commerciale. Dès la fin du XIXe siècle, un certain nombre d'Arméniens qui fuient d'ores et déjà les pogroms hamidiens du sultan Abdulhamid II, le sultan rouge, sont venus en France. Et dès cette époque, d'ailleurs, il y a un mouvement arménophile avec Chobanian qui se crée en France et qui s'est perpétué tout au long du XXe siècle avec cette longue parenthèse gelée qui était l'Union soviétique à laquelle appartenait l'Arménie, donc les relations étaient évidemment beaucoup plus distendues. Et puis avec l'indépendance de l'Arménie et de l'Artsakh en 1991, eh bien les relations se sont à nouveau réchauffées et la France a manifesté et continue à manifester, que ce soit Emmanuel Macron ou notre président d'ailleurs, des relations, notamment d'un point de vue, c'est là où il faut faire une autre distinction entre la politique, la géopolitique, l'économie d'une part, et puis ce qui relève encore une fois de l'histoire, de la société, des sociétés françaises et arméniennes, avec cette grande diaspora qui existe en France de 500-600 000 Français d'origine arménienne. Donc d'un point de vue des relations bilatérales, tout va très bien. Et le bilan d'Emmanuel Macron, de ce point de vue, on parlera peut-être de la guerre de Karabakh après, est tout à fait dans la lignée de ses prédécesseurs, c'est-à-dire évidemment la commémoration du génocide tous les ans le 24 avril, avec beaucoup de collectivités locales, régionales et de l'État qui s'associent à cet événement, des projets éducatifs, des projets médicaux, des projets sanitaires, des projets humanitaires. La francophonie avec Emmanuel Macron qui s'est rendu à Yerevan il y a quelques années pour un sommet de la francophonie. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, les relations sont bonnes, voire excellentes. Ensuite, il faut rentrer dans le dur, et le dur, ça a été ce conflit de septembre à novembre 2020, au cours duquel Emmanuel Macron a fait du en même temps, c'est-à-dire en même temps des mots très forts, condamnant l'agression de l'Azerbaïdjan,
condamnant l'usage de djihadistes auprès de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, et en même temps un ministre des Affaires étrangères de neutralité politique dans ce conflit. Donc certaine amertume parce qu'on ne voit pas très bien on ne voit pas très bien quel était le rôle de la France dans ce conflit, sinon d'aider énormément d'un point de vue sanitaire, médical, humanitaire pendant le conflit et après le conflit. J'ai accompagné d'ailleurs un convoi humanitaire juste après la guerre sur place avec Jean-Baptiste Lemoyne. Donc de ce point de vue-là, la France était au rendez-vous. En revanche, pendant la guerre, la France n'était pas au rendez-vous pour des raisons qui restent à expliquer, qui relèvent à la fois de la géopolitique et de l'économie, je pense. Donc le bilan est un petit peu mitigé pour moi de ce point de vue-là. C'est bien, mais peut mieux faire. Aurait pu mieux faire, aurait dû mieux faire. Et alors, comment expliquer aujourd'hui ce manque d'attention porté par les médias et les politiques, contrairement au conflit russo-ukrainien qui est assez relayé dans les médias aujourd'hui? C'est par exemple, vous l'avez noté, l'exemple du ministère des Affaires étrangères qui s'est déclaré neutre pendant la guerre de 44 jours en Artsakh. Alors, il faut bien voir que cette guerre, quand elle a éclaté, le monde était préoccupé par plusieurs problèmes. D'abord, il y avait la deuxième ou troisième vague de Covid qui quand même gelait un certain nombre de relations et encore une fois occupait les esprits et des politiques et des médias. Il y avait, pour ce qui concerne la France aussi, le Brexit qui nous concernait quand même directement. Et puis il y avait cette élection américaine qui s'annonçait particulièrement baroque. On était en octobre, c'était la campagne, c'était l'automne, et on voyait bien qu'il allait se passer quelque chose peut-être d'étrange là-bas. Donc tous les yeux étaient tournés là-bas. On l'a vécu d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire que j'ai bien vu que la plupart des confrères étaient mobilisés sur les États-Unis, et parce que les journaux aujourd'hui ont moins d'effectifs, moins de moyens qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, certains, objectivement, n'avaient pas les moyens de s'occuper de ce conflit qui semblait une répétition de conflits qui avaient déjà eu lieu. Il y en avait un aussi dans le Tigré à l'époque, donc on s'en est pas beaucoup occupé et préoccupé. Et puis il y avait aussi un lobbying très fort de l'Azerbaïdjan consistant à dire ne vous occupez pas de ce conflit, après tout c'est un conflit ethnique, territorial, d'ailleurs le droit international est de notre côté, donc si vous en mêlez, vous mettez contre le droit international, et incitant le monde entier à regarder ailleurs ce que le monde a fait. Ce qui est frappant, quand on prend un peu de recul, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, était d'une certaine manière n'est qu'une réplique à une autre ampleur. D'où l'intérêt des médias aujourd'hui. Évidemment, le conflit n'est pas de la même ampleur, n'est pas de la même ampleur en termes de chiffres, parce que le nombre de morts est beaucoup plus important. Mais si on relativise à la population, l'Artsakh, 150 000 habitants, dont 100 000 sont déplacés pendant le conflit, c'est comme si aujourd'hui, vous aviez 30 millions d'Ukrainiens qui étaient déplacés. Il y en a 4, c'est déjà beaucoup trop. Mais pour vous donner une ampleur, aujourd'hui, l'Ukraine déclare au bout de 50 jours, plus de 50 jours de guerre, 57 jours aujourd'hui, 4 000 morts. C'est à peu près 3 800 officiellement Arméniens morts pendant ce conflit qui a duré 44 jours. Donc vous voyez, en presque 2 mois de conflit, ça fait pas plus de morts qu'en 44 jours de conflit. Et 4 000 morts dans une population Arménie plus Artsakh qui fait à peine 3 millions d'habitants, par rapport aux 40 et quelques millions d'habitants ukrainiens, vous voyez l'ampleur du désastre, de la catastrophe, du massacre qu'a été ce conflit. Mais ce sont des petits chiffres, c'est lointain, il y a le lobby de l'Azerbaïdjan. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est que ce qui s'est passé en Artsakh il y a 1 an et demi, encore une fois, était une répétition de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une dictature, l'Azerbaïdjan, qui attaque une démocratie, l'Arménie et l'Artsakh, qui sont 2 régimes démocratiques, qui utilisent des armes interdites comme les bombes au phosphore. Moi, j'ai vu les dégâts, je vais dans des hôpitaux voir ce que donnaient ces bombes au phosphore, et puis des bombes à sous-munitions, et puis des bombes sales qui font des dégâts épouvantables chez les militaires et chez les civils, bien entendu. Donc il y avait tout ça était déjà inscrit, et je pense, peut-être que l'histoire nous le dira un jour, que Vladimir Poutine ne se serait pas lancé dans cette aventure ukrainienne s'il n'avait pas remarqué que lorsque Aliyev, évidemment épaulé par la Turquie, s'est lancé à l'assaut de l'Artsakh, eh bien l'Occident n'a pas bougé le petit doigt.
quasiment. Enfin, pas quasiment, on n'a pas bougé le petit doigt. Et s'est dit, après tout, l'Occident ne s'occupe pas des territoires qui sont autour de la Russie, qui sont considérés un petit peu comme le jardin de la Russie post-soviétique. Il a vu qu'une dictature pouvait attaquer des démocraties avec des moyens gigantesques au regard de son adversaire, exécuter des massacres. On pouvait faire des photos, des vidéos de civils décapités, tués, comme ça a été le cas en Artsakh. Rien ne se passait parce que l'Occident a beaucoup d'autres préoccupations. Donc je me demande, moi, vraiment, si Poutine ne s'est pas dit, après tout, je peux faire des choses en toute impunité, puisque ça a été le cas dans le Caucase du Sud il y a quelques mois. Donc il voulait quelque part profiter de l'indifférence des Européens qu'ils avaient connue pendant la guerre du Haut-Karabakh. Exactement, mais là où il s'est trompé, je pense, c'est que ce qui s'est passé au Karabakh, en fait, les Américains ont été absents. Ils sont pourtant coprésidents du groupe de Minsk, mais ils ont laissé faire d'une certaine manière. C'est pour ça que on voit bien que l'Europe est impuissante sans les Américains. Que par ailleurs, il y avait un État qui s'appelle la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, qui a été concerné directement dans ce conflit. Donc les Américains voulaient pas intervenir. Après tout, ils considèrent que le Caucase du Sud, c'est un petit peu effectivement une chasse gardée et qu'on va pas entrer dans un conflit pour cette région. Après tout, la Turquie n'est pas loin, surveille tout ça, surveille l'impérialisme éventuellement des Russes, surveille un petit peu l'Iran aussi, qui est un ennemi des États-Unis. Donc on ne va pas s'en mêler. Et si les Américains ne s'en mêlent pas, les Européens ne s'en mêlent pas, parce que les Européens sont quand même très très dépendants et très vassaux des États-Unis. Ce qui s'est passé en Ukraine, en revanche, là, c'est un territoire sur lequel lorgnent les États-Unis. Et là, d'un seul coup, l'Europe s'est mise en branle aussi, parallèlement aux États-Unis. Moi, c'est ça qui me frappe, si on prend vraiment du recul dans ces affaires, c'est que lorsque les États-Unis ne se sentent pas ou plus concernés, l'Europe non plus ne se sent pas ou plus concernée. Alors qu'il me semble que, notamment pour la France, mais elle était sans doute bien seule, l'Arménie est quelque chose qui nous concerne énormément. Énormément. Et pourtant, nous ne sommes pas intervenus parce que je pense que nous n'avions pas le feu vert des États-Unis qui ne se préoccupaient pas de cette zone à ce moment-là, s'en préoccupaient d'autant moins qu'à l'époque, c'était encore Donald Trump qui était président des États-Unis et Donald Trump s'était désengagé d'un certain nombre de territoires dans le monde entier et n'avait aucunement envie de renvoyer des troupes ou d'intervenir dans cette région alors qu'il avait lui-même enlevé des troupes d'Afghanistan ou d'Irak. Donc c'est ça qui, d'une certaine manière, je pense, fait la différence. C'est que là, dans ce conflit-là, on le voit bien, les États-Unis sont directement concernés par le conflit ukrainien, alors que dans l'Artsakh et l'Arménie ne les intéressaient pas. Et alors ce manque de visibilité s'accompagne d'un regain de tension dans la région récemment. Il se fait dans le cadre des élections présidentielles et des commémorations du génocide arménien. Selon vous, si Emmanuel Macron est réélu, à quel avenir diplomatique doit-on s'attendre entre la France et l'Arménie et entre la France et les États turciques, à savoir la Turquie, l'Azerbaïdjan et d'autres États du centre asiatique? Très difficile de définir ce que peut être l'avenir. Je pense que Emmanuel Macron a un réel attachement et autour de lui, il y a des gens qui font tout pour lui rappeler son attachement au peuple arménien, et pas seulement d'un point de vue électoraliste, il me semble, mais sa marge de manœuvre est assez étroite, dans la mesure où, encore une fois, quoi qu'on en dise, la France appartient à l'OTAN et l'OTAN est dirigée par les États-Unis, de facto. Donc si les États-Unis ne donnent pas le feu vert pour quoi que ce soit, la France ne bougera pas plus. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est effectivement la Russie, parce que Macron, justement, se disait que, de sa manière, l'Arménie faisait encore une fois partie de cette zone tampon entre plusieurs empires, l'empire turc, l'empire russe et l'empire perse ou iranien, si vous voulez, et que la France a un jeu très difficile à jouer, qui est un jeu presque, encore une fois, plus affectif sur les sujets de société, sur la francophonie, que purement politique, parce que il y a 3 grosses nations qui sont autour de l'Arménie et qui n'ont pas du tout envie qu'une 4e ou une 5e s'y invite. Donc sa marge de manœuvre est étroite, mais justement parce que il n'est pas suspect de servir les intérêts de telle ou telle des 3 nations que j'ai évoquées, je pense qu'il peut vraiment jouer un rôle d'arbitre dans la région, d'arbitre relativement neutre, puisque Jean-Yves Le Drian a proclamé la neutralité de la France, justement, il peut être quand même écouté, entendu par Aliyev, par
Erdogan, et évidemment par le gouvernement arménien, et évidemment le gouvernement d'Artsakh. Donc il a vraiment une carte à jouer, c'est juste une question de volonté politique. La carte à jouer ne pouvant plus être le groupe de Minsk, à mon sens, puisque avec ce qui se passe en Russie, les Américains et les Français ne veulent plus avoir de relations directes avec les Russes, donc c'était le cas dans le cadre du groupe de Minsk. La Russie étant affaiblie, pourra-t-elle continuer à être un petit peu la maîtresse des opérations, la maîtresse du temps, ce qui est le cas aujourd'hui, surtout en Artsakh, mais même en Arménie. Il y a tous ces enjeux-là. Le conflit en Ukraine, encore une fois, à mon avis, gèle beaucoup de situations dans le monde, y compris dans le Caucase du Sud. Le seul risque, et il est énorme, c'est que justement Aliyev profite de cet affaiblissement de la Russie, de cette incapacité de l'Europe à bouger sans l'aval des États-Unis, pour continuer à avancer, à grignoter le territoire, tout en prétendant d'ailleurs signer un accord de paix avec l'Arménie, ce qui n'empêche pas sur le terrain, on peut le constater, qu'on appelle de l'empiètement rampant, c'est-à-dire comme nous sommes à 1500-2000 mètres d'altitude, dans des villages qui sont des hameaux, qui sont des fermes, l'armée azérie progresse de temps en temps de quelques centaines de mètres, prend d'assaut un village qui devait être occupé par des Russes ou qui était un peu vidé des habitants et en profite pour avancer. Et c'est là où je pense qu'il y a une faiblesse de la France, de la faiblesse diplomatique de la France, qui devrait systématiquement condamner, alerter, dénoncer ces empiètements rampants qui sont des gains d'un territoire souverain qui n'est pas seulement celui de l'Artsakh qui est contesté, mais celui de l'Arménie, qui est vraiment la République d'Arménie, notamment dans le Siounik. Il y a aujourd'hui une occupation illégale, militaire, de certaines zones de la République d'Arménie par l'armée azerbaïdjanaise et qui aurait dû être condamnée par l'Europe, par des pays ou par l'ONU. Et dans l'autre cas, pour reprendre la même question, si Marine Le Pen est élue en accord avec sa politique internationale, ou en tout cas ses projets politiques, quelle politique internationale doit-on s'attendre avec la Turquie, l'Arménie? Elle s'est toutefois peu déclarée sur le sujet, mais ce serait intéressant de le savoir. Oui, c'est très peu déclaré, donc j'avoue ne pas savoir quelle est vraiment sa vision du conflit. Mettons de côté le fait que quelqu'un de son entourage qui s'appelle Thierry Mariani, qui est très pro-azéri, puisse l'influencer. Je pense que d'autres personnes dans son entourage lui ont expliqué que l'Azerbaïdjan, donc la Turquie, présentait quand même un certain danger. Elle s'est prononcée évidemment contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe et je crois être tout à fait consciente que la Turquie exerce une forme de chantage sur l'Union européenne avec ses millions de réfugiés de la guerre de Syrie qui le menacent en permanence si on n'est pas gentil avec lui ou si on ne paye pas de laisser venir en Europe, de la même façon que nous avons des accords économiques très, très forts avec la Turquie. Je pense que Marine Le Pen n'a pas beaucoup de sympathie pour Erdogan et pour ce régime islamo-nationaliste qui est celui d'Erdogan, et que donc l'Arménie, dans ce cadre-là, fait partie des nations qu'il s'agit de protéger pour la France. Mais comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui a rarement été abordé, y compris pendant le conflit. Donc j'avoue ne pas savoir du tout ce qu'il en serait de ces relations avec l'Arménie si elle était élue. Je rappelle que nous recevons Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine et journaliste spécialisé en histoire à plusieurs reprises. Vous vous êtes rendu dans le Haut-Karabakh en guerre et vous relayez régulièrement l'actualité de la région sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors une autre problématique importante qui sévit, c'est la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie et l'Azerbaïdjan. L'année dernière, le président américain Joe Biden reconnaissait le génocide arménien, mais d'autres États comme l'État d'Israël, de Naftali Bennett, ne le reconnaissent toujours pas. Alors qu'en est-il aujourd'hui et pourquoi Israël, qui a subi lui aussi un génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, ne reconnaît pas le génocide arménien? Je crains que ce soit uniquement pour des raisons de pragmatisme ou de cynisme économique et géopolitique. J'écarte tout de suite l'hypothèse que certains ont parfois avancée en disant que Israël voulait avoir le monopole du génocide. Je crois que c'est pas du tout le cas. Le génocide du Rwanda est reconnu et certains actes considérés comme des
des génocides, notamment dans les guerres de Yougoslavie, sont reconnus. Et il y a une grande partie de la société israélienne qui ne voit absolument pas pourquoi aujourd'hui on ne reconnaît pas objectivement le génocide arménien de 1915, parce que tout est là. Les arguties juridiques qui consistent à dire, mais puisque le terme de génocide a été forgé au terme de la Seconde Guerre mondiale pour qualifier les crimes hitlériens, on ne peut pas faire de la rétroactivité dans le domaine, ce qui est évidemment totalement loufoque. On peut même parler de génocide vendéen d'une certaine manière, une question de volonté, d'ampleur, de tuer des gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire vendéens en 1793, arméniens en 1915, ukrainiens dans les années 30 avec l'Holodomor, que reconnaît la Turquie. Donc la société israélienne, je pense, est tout à fait prête à cela. Le seul problème, c'est qu'il y a une relation économique très forte entre Israël et l'Azerbaïdjan, et une relation économique et diplomatique très forte entre Israël et la Turquie, malgré tout, parce que la Turquie est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, en regardant toujours l'histoire longue, la Turquie, c'est un concurrent de l'Iran. Et l'Iran, c'est évidemment le pays qui veut détruire Israël, qui veut effacer Israël et les Juifs du monde. Donc, Turquie et Iran étant rivaux dans un certain nombre de domaines, à commencer par évidemment la religion, puisque les Turcs sont sunnites et les Iraniens sont chiites, Israël, d'une certaine manière, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc a intérêt à garder des bonnes relations avec la Turquie. Et la Turquie étant né, le ciment de l'État turc moderne étant le génocide arménien, je pense que Israël, si ses dirigeants ont parfois la volonté, se retiennent de reconnaître le génocide arménien pour cette raison-là, pour ne pas se fâcher avec la Turquie qui les importe dans leur schéma géopolitique local. Et en parallèle, nous savons que l'Arménie veut ouvrir ses frontières avec ses voisins, mais quelles sont ses principales motivations pour cette ouverture progressive et quelles conséquences ce processus peut-il entraîner des deux côtés? Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette politique incohérente de normalisation des relations diplomatiques, d'ouverture vers l'Europe, sachant que la Turquie, on le sait, ne reconnaît pas le génocide arménien? Je crois que c'est Nicole Pachinian, lorsqu'il agit ainsi, d'abord s'appuie sur un fait de société que parfois la diaspora arménienne, il me semble, et vraiment c'est pas une question de jugement, c'est un constat, paie à lier par définition. C'est-à-dire quand vous habitez en Arménie, c'est un pays pauvre. C'est un pays où vous avez quasiment 1 million pauvres sur 3 millions d'habitants. C'est un pays qui souffre de son enclavement, avec des relations froides avec la Géorgie, des relations gelées avec la Turquie évidemment et l'Azerbaïdjan, et des relations qui sont pas très élevées avec les frontières communes, et que l'Iran est quand même un pays aussi stigmatisé par le reste du monde. Donc il n'y a pas d'accès à la mer. L'Arménie est un petit pays qui souffre énormément économiquement, commercialement de cette situation. Et que, d'une certaine manière, la guerre en Artsakh a réveillé un petit peu cette réalité. On se faisait un petit peu des illusions, il me semble, sur l'idée, on avait gagné la guerre en 1994, en 2016 on avait repoussé les Azéris en guerre de Kiour, on était très fort. Et puis, la réalité a fait son retour de manière la plus effroyable possible avec ce conflit dramatique perdu. Et Pachinian, je pense, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a été réélu assez facilement et il se dit qu'il a les moyens politiques d'imposer cette idée que, on va s'ouvrir à la Turquie, on va peut-être même négocier avec l'Azerbaïdjan parce qu'on peut rester jusqu'à la nuit des temps avec ce conflit sourd avec les voisins. Sinon, on s'en sortira jamais. On a besoin d'ouvrir les frontières, d'ouvrir les routes, d'ouvrir les transports, d'ouvrir les relations et de se développer, puisque de toute façon, personne n'est de l'Arménie, à part la Russie, mais pour des intérêts bien compris.
d'avoir une présence dans le Caucase du Sud, de surveiller un petit peu justement la Turquie et la Géorgie. Et Pachinian joue cette carte parallèlement du multilatéralisme, en essayant d'ouvrir des relations avec bien d'autres pays que les pays traditionnels, que sont l'Union européenne ou la France, qui tardent à venir les aider. Alors, on va vers les Émirats arabes unis, on va avec l'Égypte, qui reconnaît d'ailleurs le génocide, on va avec l'Inde, qui est un ennemi du Pakistan, qui a aidé l'Azerbaïdjan pendant la guerre, parallèlement au fait qu'on essaie d'ouvrir ces relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Alors, toute la question est, peut-il se permettre d'ouvrir des relations avec la Turquie sans que la Turquie reconnaisse le génocide? Et lui part du principe que, il faut tenter le coup, et que finalement ce sujet ne doit pas en être un. C'est un pari qu'il fait parce que je pense qu'il s'appuie sur la société arménienne qui dit bon d'accord, la Turquie ne reconnaît pas le génocide, mais nous on sait qu'il a existé, il y a des grands pays qui le reconnaissent. Mais est-ce qu'on peut rester figé sur cette idée-là et continuer à se sous-développer comme c'est le cas aujourd'hui, juste sur cette mémoire du génocide? Pachinian fait le pari que il faut avancer, il faut aller vers l'avenir, ne pas oublier ce qui s'est passé, mais ne pas en faire un élément crucial dans le développement du pays. Il fait ce pari du développement politico-diplomatico-économique contre une mémoire douloureuse. C'est une politique d'ouverture finalement. C'est une politique d'ouverture qui est risquée parce que il fait encore une fois un pari qui est de ne pas considérer ce qui s'est passé il y a 1 an et demi en Artsakh comme une poursuite du génocide. On peut tout à fait estimer que ce qui s'est passé en Artsakh, et dans la motivation de Aliyev, quand vous voyez le racisme anti-arménien dont est capable ce régime, y compris auprès de ses enfants, ce musée des horreurs qui a été créé, on voit bien qu'il y a un racisme arménien et que l'Azerbaïdjan, d'ailleurs Aliyev l'a dit lui-même, je chassais les Arméniens comme des chiens, et qu'il revendique le Zangezur, c'est le siounique, et qu'il revendique Erevan, et qui considère que l'Arménie c'est l'Azerbaïdjan occidental. Tout ça existe. Je pense que Pachinian fait le pari que tout ça relève quand même un peu du bluff. C'est un dictateur, c'est un autocrate, il a besoin de faire des grandes déclarations nationalistes, impérialistes auprès de son peuple pour se maintenir au pouvoir, mais que de sa manière, il est tellement le vassal de Erdogan que finalement c'est la Turquie qui décidera. Encore une fois, c'est un pari parce que la Turquie ne reconnaîtra jamais le génocide, puisque encore une fois, c'est pas qu'elle en a honte, c'est que c'est un besoin, c'est le ciment, c'est comme ça qu'a été créé l'État turc sur les cadavres des Arméniens. Quoi sur les cadavres? Parce que reconnaître que les Arméniens ont été massacrés et existaient en tant que tels, c'est reconnaître que la Turquie est postérieure à l'Arménie, y compris en Anatolie, dans le berceau de la Turquie. On sait très bien que l'Arménie, il y a 10 siècles, occupait de cette manière, le peuple arménien était sur les territoires turcs avant que même les Turcs arrivent d'Asie centrale. Donc c'est très compliqué et c'est vraiment parier sur le fait que Erdogan est quelqu'un de sérieux, de pragmatique et qui de sa manière lui aussi sera capable d'entretenir des relations avec l'Arménie sans vouloir forcément continuer à vouloir détruire les Arméniens. J'avoue que je suis très dubitatif. Je vois pas comment Erdogan, dans le discours qu'il tient aujourd'hui, et avec la manière dont la société turque est aujourd'hui structurée, les seules personnes qui contestent le génocide turc sont soit mortes, soit en prison, soit en exil. Je le vois mal d'un seul coup dire oui, effectivement, on peut commercer, on peut discuter avec l'Arménie, qui est un pays souverain, qui mérite notre intérêt. Je ne vois pas comment il peut, après les discours qu'il a tenus depuis 20 ans, changer comme ça à 180 degrés de discours. Donc je suis assez inquiet, moi, personnellement, de cette apparence de règlement pacifique du conflit. Et alors pour expliquer cette politique incohérente qu'on a évoquée précédemment, on peut prendre l'exemple de Mediapart qui affirmait, alors on n'en est pas sûr,
avant la guerre en 2018 que l'Arménie pourrait devenir une colonie américaine avec l'arrivée de Nicole Pachinian. Alors peut-on vraiment affirmer cela aujourd'hui ? C'est assez intéressant de comprendre pourquoi Mediapart affirmait cela il y a 2 ans, avant la guerre. Je pense que ça fait partie. La révolution de velours qu'a réussi Nicole Pachinian ressemblait beaucoup aux révolutions orange en Ukraine ou en Géorgie ou dans un certain nombre de pays de l'ex-URSS, qui étaient souvent, ou même ce qui s'est passé en 2000 en Serbie. Moi, j'ai vraiment vécu de près avec le mouvement Otpor. C'est des mouvements qui étaient financés, voire plus par des associations ou le gouvernement américain de manière indirecte. Et donc je pense que Pachinian étant arrivé au pouvoir en s'opposant à l'oligarchie pro-russe des précédents gouvernements, étant donc contre l'oligarchie pro-russe, on en a conclu qu'il était anti-russe, donc pro-américain. Je pense que c'est des conclusions peut-être hâtives, peut-être s'appuyant sur des faits réels. Et c'est vrai que dans les mois qui ont suivi son arrivée au pouvoir, Pachinian, qui était journaliste avant, s'est lancé dans une entreprise risquée qui était évidemment de s'écarter de l'influence de la Russie dans le pays pour essayer de pousser son pays vers l'Union européenne et les États-Unis. D'un point de vue d'abord de l'organisation de l'État, de lutte contre la corruption, de démocratisation des institutions, de changement de société, c'est de considérer qu'arrêtons de nous armer et plutôt l'argent dans les infrastructures, dans les hôpitaux, dans les écoles, et encore une fois dans la défense des valeurs dites occidentales, de démocratie, de respect même des LGBT, de sujets de société comme ça. C'est pour ça qu'il a pu paraître comme une espèce de marionnette de l'Occident et notamment des États-Unis aux yeux d'un journal comme Mediapart, cette envie de se dérussifier dans une certaine mesure, parce que comme vous savez, il y a une base militaire russe à Gyumri, la Russie est très présente d'un point de vue encore une fois économique. Sans la Russie, l'Arménie, a fortiori l'Artsar, serait bien en peine de vivre, mais l'idée était que peut-être les États-Unis envisageraient de se substituer à la Russie, comme elle l'a fait dans d'autres pays, encore une fois, de l'ex-URSS, dans la région, et de profiter de la proximité de la Turquie, membre de l'OTAN, pour et ce qui se passe aujourd'hui, d'une certaine manière, dans les relations potentiellement renouées entre la Turquie et l'Arménie, il y a peut-être un jeu américain. Et d'ailleurs, ça n'est à mon avis pas un hasard si Pachinian est allé à Moscou voir Poutine et pour renouer finalement des relations plus étroites. C'est-à-dire que Pachinian est vraiment coincé entre ces deux grandes puissances. Les États-Unis profitant évidemment de l'affaiblissement de la Russie avec la guerre en Ukraine pour peut-être essayer de mettre un pied dans la région et Pachinian essayant, je pense, de naviguer entre les deux avec un peu de l'Union européenne aussi, et puis encore une fois les États dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je crois que c'est de la diplomatie un peu invisible qu'il est très difficile de décrire avec certitude, faute d'éléments concrets. Et alors, pour terminer, c'est l'avenir de la région du Caucase et de l'Artsakh qui est en jeu, avec ce que vous avez dit. Ajoutons que vous êtes rendu sur place pendant la guerre, on l'a noté. Ces derniers mois, de nombreux incidents militaires sont encore une fois à noter à la frontière arméno-azérie, notamment près des régions arméniennes de Sionik, au sud de l'Arménie, ou du Gerachounik, à l'est de l'Arménie. Alors comment expliquer ce que certaines autorités appellent des violations du traité de cessez-le-feu ? Personne finalement ne déplore réellement ces violations, à l'inverse en Ukraine ou dans d'autres conflits. Oui, c'est ça qui me choque énormément, c'est que j'essaye de m'en faire le relais, notamment sur le réseau social Twitter, et on voit bien que il n'y a pas une semaine depuis 1 an et demi sans qu'il y ait eu des incidents. D'ailleurs, je me permets de dire que juste après le cessez-le-feu, en voyant quelle était la teneur de l'accord du 9 novembre, il était évident que cet accord faisait l'impasse sur un certain nombre de sujets et que, compte tenu de l'absence de frontières formalisées au sein des républiques socialistes soviétiques à l'époque de l'URSS, il n'y a jamais eu vraiment de frontières formalisées dans certains endroits parce qu'il est bien difficile d'un point de vue
vue topographique de le faire. Il était évident qu'il y aurait des incidents de frontières, et il y en a en permanence. Et je crois que il y a deux choses. C'est que Aliyev est quand même un chien fou, qui est habité par ce besoin, encore une fois, de dire à son peuple que il est tout puissant, il est un maître de la région, et de se vanter de victoires aussi bénignes soient-ils, comme de conquérir la proximité d'un lac pour justement dans le Guerard Kounik, comme vous l'avez mentionné, le lac Noir il y a quelques mois, ou d'attaquer un village stratégique sur la route qui permet à terme de relier l'Azerbaïdjan avec Kapan. Donc il y a encore une fois ces empiètements rampants. Et puis il y a une stratégie qui est beaucoup plus effroyable, qui est de terroriser la population de l'Artsakh, de la terroriser et de l'obliger à fuir. Aliyev, il a un calcul, c'est que s'il rend cette région, ce pays invivable, eh bien les gens cesseront d'y vivre, c'est-à-dire ils partiront. Et quand ils seront partis, eh bien il n'y aura plus personne pour défendre le pays. Et c'est sûrement pas Pachinian qui enverra des jeunes gens de 20 ans, comme il l'a fait il y a un an et demi, défendre quelques paysans qui élèvent des moutons à 1500 mètres d'altitude. Donc c'est le calcul d'Aliyev. C'est pour ça que depuis un an et demi, il multiplie les incidents, il multiplie les menaces. Il coupe l'eau l'été, il coupe le gaz l'hiver, il fait avec des haut-parleurs, il envoie des messages de harcèlement sonore, si je puis dire, sur Stepanakert depuis les hauteurs de Chouchi. Moi, je suis allé là-bas l'été dernier, je voyais comment des gens faisaient les vendanges avec à 50 mètres d'eux un soldat azéri qui vous menace de son fusil, qui parfois tire d'ailleurs sur des tracteurs, des vols de bétail. Donc il y a en permanence ce genre de petites choses qui ont un seul but, encore une fois, c'est d'inciter les gens à partir et d'avoir un territoire qui, d'une certaine manière, comme Hadrout, quand il a été conquis, sont devenus vierges de toute population. Donc quand vous n'avez pas de population, mais c'est très facile de s'installer, d'installer des colons dans la région, ça s'est vu dans d'autres parties du monde, et puis de s'installer, et puis après, de facto, on est présent. Et regardez ce qui s'est passé, encore une fois, dans le Syunik et dans le Guerard Kounik. L'armée azérie a avancé, il n'y a pas eu de condamnation, et bien voilà, ils sont restés là. Et maintenant, il n'y a plus d'Arméniens dans ces villages frontaliers. Et lui, il se donne le temps, il se dit, non, toutes les semaines, tous les mois, on avance un petit à petit, et en absence de réaction, non seulement internationale, mais même nationale, de l'armée arménienne. Qui n'a plus de chef de l'état-major, d'ailleurs. Exactement. Donc il y a vraiment il profite de la faiblesse, il est fort de la faiblesse des autres, Aliyev, depuis toujours. Et il a le soutien de la Turquie, mais moi je pense que Erdogan est aussi le tient un peu en laisse, c'est-à-dire que de temps en temps il le laisse avancer, et puis de temps en temps, s'il faut le retenir, il le retiendra, parce que Erdogan, lui, gère un pays qui fait plus de relations commerciales avec la France, et plus d'1 milliard, qu'est-ce que je dis, 14 milliards, et des dizaines d'autres milliards avec l'Union européenne, qui ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Alors Aliyev, localement, une fois, Aliyev, il est obsédé par les Arméniens, par cette frontière, par l'Artsakh, qu'il estime être le territoire azerbaïdjanais. Donc il continuera cette politique, et ce qui n'empêche pas de prétendre vouloir négocier une paix durable et de s'appuyer sur le droit international. Il faut juste rappeler une chose pour terminer, c'est que le droit international dont se réclame Aliyev, c'est un droit international qui a été édicté par Staline. Moi, je veux bien que les frontières dictées par Staline dans les années 20 soient la base du droit international, mais j'avoue que j'ai du mal à le reconnaître et à me fier à ce droit international-là. Bien, je vous remercie, Jean-Christophe Buisson, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine et journaliste spécialisé en histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.